Représentez-vous ceci. Vous vous tenez dans les couloirs de marbre d'une villa romaine au crépuscule. Des lampes à huile projetant des ombres dansantes sur des murs ornés de fresques. À travers de fines cloisons de tissu, vous entendez des conversations chuchotées entre Adomina et ses esclaves, planifiant les rituels de beauté du lendemain. L'air porte des senteurs d'huile de rose, d'encens brûlant, et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et d'étrange. La femme d'un sénateur émerge de ses appartements privés, son visage peint de céruse, ses lèvres teintées de cramoisi avec des cosmétiques à base de mercure qui l'empoisonneront lentement au fil des ans. Elle se déplace gracieusement vers le bureau de son mari, où d'importants invités attendent, mais ses pas portent le poids de coutumes si étrangères à nos sensibilités modernes qu'elles semblent tirées de rêves fiévreux plutôt que de archives historiques. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et s'il vous plaît, commentez ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces histoires anciennes ensemble depuis différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. Ce que nous appelons aujourd'hui l'intimité, les moments privés entre amants, les habitudes de soins personnels, les relations familiales, existaient dans des cadres si radicalement différents dans la Rome antique qu'ils remettent en question chaque supposition que nous avons sur la nature humaine. Ce n'étaient pas des aberrations ou des exceptions à la vie romaine. Elles étaient tissées dans le tissu social, soutenues par la loi, la religion et la coutume, créant une civilisation où les dynamiques de pouvoir, les rôles de genre et la sexualité humaine fonctionnaient selon des règles qui nous horrifieraient et nous fascineraient à parts égales. En 79 après Jésus-Christ, lorsque le mont Vésuve a enseveli Pompéi sous les cendres volcaniques, il a préservé non seulement des bâtiments et des corps, mais aussi des preuves de pratiques intimes que les Romains eux-mêmes ne discutaient souvent qu'à voix basse. Les fouilles archéologiques ont révélé des chambres avec des fresques explicites, des termes avec des hiérarchies sociales complexes, et des espaces privés où les frontières entre plaisir, douleur et pouvoir s'estompaient jusqu'à devenir méconnaissables. Considérez le concept romain de pudicia, souvent traduit par chasteté ou modestie, mais englobant quelque chose de bien plus complexe. Pour les femmes romaines, la pudicia ne concernait pas simplement la pureté sexuelle. Il s'agissait de maintenir l'équilibre précis de disponibilité et de retenue que leur position sociale exigeait. La femme d'un sénateur devait être sexuellement disponible pour son mari tout en restant totalement inaccessible aux autres hommes, non par choix personnel, mais comme un reflet de l'honneur et de la position politique de son mari. Livia Drusilla, épouse de l'empereur Auguste, maîtrisait cet équilibre si complètement qu'elle devint le modèle de la vertu féminine romaine. Pourtant, derrière les portes closes, elle aurait maintenu un réseau d'informatrices parmi les esclaves des familles importantes, recueillant des renseignements sur les habitudes intimes des rivaux politiques de son mari. Elle comprenait qu'à Rome, l'information personnelle était une monnaie politique, et que les secrets de la chambre à coucher pouvaient renverser des gouvernements. Le mariage romain lui-même fonctionnait sur des principes qui semblent presque commerciaux dans leur nature calculée. Les mariages au sein de l'élite étaient des négociations entre familles conçues pour consolider la richesse, forger des alliances politiques et produire des héritiers légitimes. L'amour, s'il se développait, était considéré comme un bonus agréable plutôt qu'une condition préalable. Les nuits de noces étaient souvent la première fois que les couples se rencontraient en privé, et la pression pour consommer le mariage avec succès pouvait être écrasante. Pline le Jeune, écrivant à un ami en 97 après Jésus-Christ, a décrit la nuit de noces d'un jeune couple issu de familles importantes. La jeune fille, à peine âgée de 14 ans, tremblait tandis que sa mère et ses tantes la préparaient pour la cérémonie qui la transformerait d'enfant en épouse en une seule soirée. Son mari, de 20 ans son aîné, attendait dans la chambre attenante, pendant que des femmes plus âgées lui expliquaient des devoirs qu'elle pouvait à peine comprendre. Le lit conjugal avait été béni par les dieux du foyer, aspergé d'eau sacrée, et drapé de tissu teint dans la nuance précise de rouge qui cacherait la preuve de la fin de sa virginité. Les coutumes sexuelles romaines reconnaissaient des catégories d'êtres humains plutôt que simplement masculins et féminins. Citoyens, non-citoyens, esclaves, affranchis et étrangers occupaient différentes positions dans une hiérarchie élaborée qui déterminait non seulement le statut social, mais aussi les rôles et les attentes sexuelles.
Un citoyen romain pouvait avoir des relations sexuelles avec des esclaves, des prostituées ou des étrangers sans censure sociale, mais ses interactions avec les épouses ou les filles d'autres citoyens étaient strictement réglementées et potentiellement mortelles. Gaius Silius découvrit cette distinction fatalement en 48 après Jésus-Christ lorsqu'il épousa Valeria Messalina, épouse de l'empereur Claude, alors que Claude était absent de Rome. Que le mariage soit légalement valide importait moins que son défi symbolique à l'autorité impériale. Au retour de Claude, Silius et Messaline furent tous deux exécutés, non pas principalement pour adultère, mais pour avoir menacé l'ordre politique par leur transgression sexuelle. L'esclavage ajoutait une autre couche de complexité à la vie intime romaine. Les esclaves domestiques étaient considérés comme des extensions du corps de leurs propriétaires, disponibles pour un usage sexuel sans consentement ni protection juridique. Les Romains riches entretenaient souvent des esclaves spécialisés pour différents aspects de la vie intime, des cosmetés pour les soins de beauté, des cubicularii pour le service de chambre, et des concubinés pour des relations sexuelles continues qui existaient parallèlement aux mariages légaux. Marcus Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome au 1er siècle avenue Jésus-Christ, aurait possédé plus de 500 esclaves rien que dans sa maisonnée urbaine. Parmi eux se trouvaient des dizaines de jeunes hommes et femmes sélectionnés spécifiquement pour leur beauté physique et formés à des arts qui allaient bien au-delà du service domestique. Les écrivains romains de l'époque font allusion à des rituels élaborés au sein de telles maisonnées. Des rassemblements en soirée où les esclaves interprétaient non seulement de la musique et de la poésie, mais aussi des services intimes qui brouillaient les frontières entre divertissement, culte et exploitation sexuelle. La culture romaine du bain créait des espaces où les frontières sociales et sexuelles fonctionnaient selon des règles soigneusement calibrées. Les termes publics servaient de centre de vie sociale, mais ils fonctionnaient aussi comme des lieux de rencontre sexuelle allant de la flirtation subtile à la proposition explicite. Hommes et femmes se baignaient séparément dans la plupart des établissements, mais le mélange social qui se produisait dans les zones adjacentes menait souvent à des arrangements qui seraient conclus en privé. Sénèque le Jeune, écrivant vers 60 après Jésus-Christ, se plaignait du bruit provenant d'un établissement de bain sous son appartement, des grognements des hommes soulevant des poids, du claquement de la chair pendant les massages, des cris de ceux qui se faisaient épiler à la pince à épiler, et en dessous de tout cela, des négociations chuchotées entre les baigneurs et les préposés qui offraient des services non annoncés sur aucun avis public. Son irritation révèle un monde où le sexe commercial était si intégré à la vie quotidienne qu'il opérait ouvertement au sein des institutions publiques. Les pratiques d'épilation romaines frôlaient l'obsessionnel, en particulier parmi les classes supérieures. Hommes et femmes enlevaient les poils du corps en utilisant des méthodes qui étaient souvent atroces. Pince à épiler chauffée, cire primitive à base de résine de pin, et même des pierres ponces utilisées pour abraser les poils de la peau. Les Romains riches employaient des esclaves spécialisés appelés alipilarii, dont la seule responsabilité était l'épilation à l'aide de ces techniques brutales. Martial, le poète d'origine espagnole écrivant au 1er siècle après Jésus-Christ, a décrit avoir observé la femme d'un sénateur endurer une séance d'épilation. Elle gisait immobile pendant que son esclave travaillait avec des pinces en bronze chauffé, retirant chaque poil de ses bras, de ses jambes et de zones plus intimes, tout en conservant l'expression stoïque attendue d'une matrone romaine. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, mais elle n'émit aucun son qui pourrait suggérer de la faiblesse ou une plainte. La procédure durait des heures, et une fois terminée, sa peau était à vif et saignante, mais parfaitement lisse selon la mode exigée par sa position sociale. Les cosmétiques dans la Rome antique contenaient souvent des substances que nous savons aujourd'hui mortelles. Le fard blanc à base de carbonate de plomb donnait aux femmes de la haute société le teint pâle qui signifiait richesse et loisir. Mais une utilisation prolongée entraînait un empoisonnement au plomb, causant des dommages neurologiques, l'infertilité et la mort. Le fard à joues à base de composés de mercure produisait de belles lèvres et joues rouges tout en détruisant lentement le système nerveux. Les caules pour les yeux contenaient de l'antimoine et d'autres métaux toxiques. Ovide dans son Aramatoria écrit vers 2 après Jésus-Christ fournissait des instructions détaillées pour les routines de beauté des femmes qui se lisent comme des recettes pour un suicide progressif. Mélangez du blanc de plomb avec du vinaigre jusqu'à ce qu'il forme une pâte lisse. Appliquez ensuite en couches épaisses sur le visage et le cou. Pour les lèvres, broyez du cinabre avec de l'huile de rose et de la graisse animale.
Souligner les yeux avec de l'antimoine mélangé à du miel et du vin. Les femmes suivant ces instructions se peignaient littéralement à mort sur des années ou des décennies, poursuivant des standards de beauté qui exigeaient le sacrifice de la santé et de la longévité. Les pratiques contraceptives et abortives romaines reposaient sur des substances et des procédures qui étaient souvent plus dangereuses que les grossesses qu'elles étaient censées empêcher. Le silphium, une plante récoltée jusqu'à l'extinction sur la côte de la Libye, était si apprécié pour ses propriétés contraceptives qu'il figurait sur les pièces de monnaie de Cyrène et se vendait à son poids en argent. Les femmes le consommaient dans diverses préparations mais les composés actifs de la plante étaient si concentrés que les surdoses se révélaient fréquemment fatales. Sorano d'Éphèse, un médecin grec pratiquant à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ, a documenté d'autres méthodes contraceptives dans sa gynécologie. Certaines femmes insèrent de la laine imbibée de miel, de résine de cèdre ou de vinaigre avant les rapports sexuels. D'autres consomment des mélanges de sulfate de cuivre, de rouille de fer ou de coléoptère broyé. D'autres encore tentent d'empêcher la conception par des exercices violents, des bains chauds ou des chutes délibérées. Son ton clinique masque le désespoir des femmes risquant leur vie pour contrôler leur fertilité dans une société qui leur offrait peu d'alternatives légales ou sociales. Les pratiques d'avortement étaient encore plus dangereuses. La loi romaine autorisait généralement l'avortement, considérant le fœtus comme une partie du corps de la mère plutôt qu'une entité distincte. Mais les procédures disponibles étaient brutales et fréquemment mortelles. Les femmes consommaient des plantes toxiques comme la menthe pouliot, la rue et la sabine, qui provoquaient des fausses couches en empoisonnant tout le système. D'autres subissaient des procédures mécaniques à l'aide d'instruments en bronze qui causaient souvent des hémorragies, des infections ou des blessures internes. Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, achevée vers 77 après Jésus-Christ, a décrit avoir observé la tentative d'une femme riche de mettre fin à une grossesse non désirée. Elle avait consommé diverses herbes pendant des jours sans effet, devenant de plus en plus faible et désespérée. Finalement, elle a permis à un médecin grec d'insérer des instruments en bronze dans son utérus pendant qu'elle mordait une lanière de cuir et que ses parentes la maintenaient immobile. La procédure a réussi à mettre fin à la grossesse, mais l'infection s'est installée en quelques jours. Elle est morte dans l'agonie. Sa famille disant aux voisins qu'elle avait succombé à une fièvre plutôt que d'admettre la vraie cause. Les attitudes romaines envers l'homosexualité fonctionnaient selon des codes sociaux complexes qui avaient peu à voir avec l'attirance émotionnelle et tout à voir avec les dynamiques de pouvoir. Les relations sexuelles entre hommes étaient acceptables et souvent célébrées à condition qu'elles respectent les frontières hiérarchiques. Un citoyen romain pouvait prendre le rôle actif avec des esclaves, des étrangers ou des inférieurs sociaux sans critique. Mais être pénétré par un autre homme, indépendamment du consentement ou du désir, était considéré comme profondément honteux et potentiellement criminel. Jules César a fait face à des rumeurs persistantes tout au long de sa carrière concernant sa prétendue relation passive avec Nicomède IV de Bithynie pendant sa jeunesse. Ses ennemis politiques le qualifiaient de reine de Bithynie et suggéraient que ses conquêtes militaires étaient des tentatives de compenser cette humiliation sexuelle perçue. Que les accusations soient vraies n'importait moins que leur pouvoir de nuire à sa réputation. Dans la culture romaine, être dominé sexuellement était incompatible avec l'autorité politique. La relation de l'empereur Adrien avec le beau jeune Antinoüs a scandalisé certains contemporains non pas parce qu'elle était homosexuelle, mais parce que l'attachement émotionnel évident d'Adrien suggérait qu'il avait abandonné la position dominante attendue d'un souverain romain. Quand Antinoüs se noya dans le Nil en 130 après Jésus-Christ, le chagrin d'Adrien fut si accablant qu'il déifia le jeune homme et fonda une ville en son honneur. Acte que de nombreux Romains considéraient comme des manifestations indignes de faiblesse romantique. La prostitution romaine fonctionnait dans des cadres légaux qui reconnaissaient différentes catégories de travailleuses du sexe avec des droits et des positions sociales variables. Les mérétrices étaient des prostituées enregistrées qui travaillaient dans des lupanars et payaient des impôts sur leurs revenus. Les ancillés étaient des esclaves dont les propriétaires louaient leurs services sexuels. Les féminées probrosées étaient des femmes des classes sociales supérieures qui avaient perdu leur respectabilité par l'adultère ou d'autres scandales et étaient tombées dans la prostitution informelle. Les lupanars de Pompéi, préservés par les cendres volcaniques, révèlent les conditions de travail des anciennes travailleuses du sexe.
Les chambres étaient de minuscules cubicules de pierre à peine assez grands pour un lit étroit avec des fresques explicites sur les murs dépeignant divers actes sexuels épris. Les graffitis laissés par les clients incluent des noms, des critiques grossières et parfois des expressions d'affection sincère pour certaines femmes. Une inscription dit « Restituta ». Tu as une façon si douce de bouger tes hanches, suggérant que même dans les transactions commerciales, une connexion humaine émergeait parfois. Le quartier de Subur à Rome abritait la plus grande concentration de lupanars, de tavernes et de lieux de divertissement de la ville. Les hommes riches s'y rendaient déguisés, portant des vêtements ordinaires et se couvrant le visage pour éviter d'être reconnus. Juvénal, écrivant versant après. Jésus-Christ a décrit des sénateurs et même des prêtres fréquentant ces établissements. Ils arrivent après la tombée de la nuit, leurs toges échangées contre des tuniques rugueuses, leurs anneaux sénatoriaux cachés dans des bourses. À l'aube, ils retournaient à leur villa et à leur vertu publique, comme si les activités de la nuit existaient dans un monde séparé gouverné par des dieux différents. Les contrats de mariage chez les Romains riches incluaient souvent des dispositions détaillées sur le comportement sexuel qui ressemblent plus à des accords commerciaux qu'à des partenariats romantiques. Ces documents conservés sur papyrus et tablettes de bronze spécifiaient non seulement les arrangements de propriété mais aussi les attentes comportementales, y compris la fréquence des contacts sexuels, les formes acceptables de contraception et les pénalités pour diverses formes d'adultère. Un contrat de mariage de 134 après. Jésus-Christ entre deux familles romaines importantes inclut cette clause. L'épouse se soumettra aux exigences sexuelles de son mari pas moins de 2 fois par semaine, sauf si empêchée par la maladie, les menstruations ou la purification religieuse. Elle ne refusera pas les demandes inhabituelles à moins qu'elles ne causent des blessures physiques ou ne requièrent la présence de parties supplémentaires. Le non-respect entraînera des pénalités financières déduites de sa dot. Les nuits de noces romaines impliquaient souvent des rituels élaborés conçus pour assurer la fertilité et l'harmonie conjugale. La mariée était portée par-dessus le seuil pour empêcher les mauvais esprits d'entrer par ses pieds. Ses cheveux étaient arrangés avec une lance qui avait tué un gladiateur, symbolisant le courage dont elle aurait besoin lors de l'accouchement. Le lit conjugal était béni par des matrones qui n'avaient été mariées qu'une seule fois et avaient des enfants vivants, tandis que de jeunes garçons dispersaient des noix et des fruits pour encourager la fertilité. Catulle dans son chant de mariage pour Junia et Manlius vers 60 avenue Jésus-Christ a décrit la cérémonie qui précédait la première nuit du couple ensemble. La mariée est assise en silence tandis que des femmes plus âgées lui retirent ses vêtements d'enfance et la vêtent de la robe safran du mariage. Son visage est peint d'argile sacrée, ses cheveux attachés avec des rubans bénis par les dieux du foyer. Elle pleure non pas de tristesse mais de terreur face à la transformation inconnue qui l'attend. Le marié attend dans la chambre attenante, buvant du vin avec ses parents masculins, qui offrent des conseils à la fois crus et tendres, sur les devoirs qu'il doit accomplir avant l'aube. Les divorces romains parmi les classes supérieures pouvaient être initiés par l'un ou l'autre des époux simplement en déclarant le mariage terminé, mais les conséquences sociales et financières variaient considérablement selon le sexe. Les hommes qui divorçaient de leurs femmes faisaient face à peu de pénalités et pouvaient se remarier immédiatement. Les femmes qui divorçaient faisaient face à l'ostracisme social, à la perte potentielle de leurs enfants et à d'importantes difficultés financières, car la loi romaine favorisait généralement les maris dans les litiges de propriété. Auguste a tenté de réglementer le mariage et le divorce par sa Lex Julia de Maritandi Ordinibus en 18 avenue Jésus-Christ, exigeant que les hommes se marient et pénalisant ceux qui restaient célibataires ou divorçaient sans motif. La loi s'est retournée de manière spectaculaire, créant un marché noir de faux mariages et encourageant les Romains riches à trouver des moyens créatifs de contourner ces exigences. Certains hommes épousaient des esclaves qu'ils affranchissaient immédiatement, tandis que d'autres arrangeaient des mariages avec des étrangères qui vivaient dans des provinces lointaines et n'étaient jamais revues. Les fêtes religieuses romaines incluaient souvent des éléments que le public moderne trouverait choquants dans leur sexualité explicite. Les Floralia, célébrées chaque mois d'avril en l'honneur de la déesse Flore, présentaient des danses nues, des représentations théâtrales au contenu sexuel graphique et des accouplements publics censés encourager la fertilité agricole. Les femmes mariées respectables évitaient généralement le festival, mais les prostituées, les esclaves et les affranchis y participaient avec enthousiasme. Martial a décrit sa participation au Floralia en 88 après Jésus-Christ.
Le théâtre était rempli de citoyens qui condamneraient de tels spectacles dans leur maison privée, mais qui applaudissaient sauvagement alors que des danseurs nus exécutaient des actes qui scandaliseraient un lupanar. Des sénateurs s'asseyaient à côté d'esclaves, tous prétendant que le devoir religieux plutôt que la curiosité lubrique les avait amenés à assister à des artistes s'accouplant sur scène pendant que des musiciens jouaient des hymnes sacrés. La déesse Flore était censée bénir ceux qui l'honoraient avec un abandon complet de la modestie, et la foule semblait déterminée à mériter sa faveur. Les textes médicaux romains révèlent des attitudes envers la sexualité qui mêlaient des connaissances pratiques à des suppositions culturelles sur le genre et le pouvoir. Des médecins comme Galien ont écrit des descriptions détaillées de l'anatomie humaine et de la fonction sexuelle, mais leurs recommandations reflétaient souvent des hiérarchies sociales plutôt que des faits médicaux. Ils croyaient que les femmes devaient éprouver du plaisir sexuel pour concevoir, mais aussi qu'un plaisir excessif pouvait les rendre immorales et incontrôlables. Sorano d'Éphèse a fourni des conseils aux sages-femmes assistant aux accouchements qui révèlent comment les Romains comprenaient le lien entre la sexualité et la reproduction. Si le travail progresse lentement, la sage-femme doit demander si la femme a atteint la satisfaction lors de la conception, car le plaisir ouvre l'utérus et encourage la descente de l'enfant. Si ce n'est pas le cas, l'accouchement peut nécessiter une intervention supplémentaire par des herbes ou des manipulations. Les femmes qui conçoivent par viol ou par devoir ont souvent des accouchements difficiles, tandis que celles qui conçoivent dans la passion accouchent plus facilement. L'éducation sexuelle romaine pour les jeunes fonctionnait par une combinaison d'instruction directe et d'absorption culturelle qui commençait tôt et se poursuivait tout au long de l'adolescence. Les garçons apprenaient la sexualité auprès de parents masculins plus âgés, de tuteurs et par l'expérience directe avec des esclaves. Les filles recevaient une instruction de leur mère et d'autres femmes mariées, mais leur éducation se concentrait principalement sur la soumission et l'endurance plutôt que sur le plaisir ou le choix. Les cérémonies de passage à l'âge adulte pour les garçons romains incluaient des éléments rituels qui marquaient leur transition de l'enfance à la maturité sexuelle. La cérémonie de la toga virili, généralement organisée lorsque les garçons avaient 16 ans, comprenait des sacrifices aux dieux du foyer, des déclarations publiques de virilité et des instructions privées sur le comportement sexuel. Les preuves archéologiques suggèrent que ces instructions privées incluaient souvent des visites dans des lupanars ou des rencontres arrangées avec des esclaves expérimentés. La poésie romaine offre des aperçus de la vie émotionnelle des gens naviguant dans ces attentes sexuelles et sociales complexes. Catulle a écrit avec passion sur sa liaison amoureuse avec Lesbia, probablement Claudia Metelli, sœur d'un politicien éminent, décrivant à la fois un plaisir extatique et une jalousie dévastatrice. Ces poèmes révèlent que malgré les conventions sociales qui traitaient l'amour comme secondaire au mariage, les Romains éprouvaient les mêmes émotions intenses qui caractérisent les relations humaines à travers les cultures et les siècles. Pourtant, même la poésie passionnée de Catulle reflète les suppositions romaines sur le genre et le pouvoir. Il célèbre l'intelligence et l'esprit de Lesbia. Mais lorsque leur relation se dégrade, son langage devient violent et misogyne. Il menace de violer et de sodomiser ses amants masculins, utilisant la domination sexuelle comme une arme contre la blessure émotionnelle. L'amour et le pouvoir étaient si entremêlés dans la culture romaine que même les relations les plus tendres pouvaient rapidement devenir brutales lorsque les hiérarchies sociales étaient remises en question. Les pratiques funéraires romaines incluaient des éléments qui révélaient comment l'intimité et la sexualité étaient comprises comme se poursuivant au-delà de la mort. Les familles riches commandaient des monuments funéraires élaborés qui représentaient des couples mariés allongés ensemble, souvent avec la main de la femme sur la poitrine de son mari dans un geste de fidélité éternelle. Ces monuments étaient destinés à rassurer les spectateurs que la mort ne pouvait pas rompre les liens créés par l'union sexuelle et émotionnelle. Certaines tombes incluaient des images plus explicites qui suggéraient que les Romains croyaient que le plaisir sexuel continuerait dans l'au-delà. Les fouilles archéologiques ont révélé des chambres funéraires décorées de fresques érotiques et remplies d'objets clairement destinés à un usage intime. Que ceux-ci représentent des espoirs de plaisir posthume ou reflètent simplement l'intérêt terrestre du défunt reste débattu parmi les chercheurs. Les attitudes romaines envers le vieillissement et la sexualité différaient considérablement des suppositions occidentales modernes. On attendait des hommes plus âgés qu'ils restent sexuellement actifs tout au long de leur vie et les Romains riches épousaient souvent des femmes beaucoup plus jeunes spécifiquement pour assurer une satisfaction sexuelle continue. Les femmes plus âgées faisaient face à des attentes différentes. Les veuves étaient encouragées à se remarier pour des raisons sociales et économiques,
mais les femmes ménopausées qui manifestaient un intérêt sexuel étaient souvent moquées comme étant inappropriées ou désespérées. Juvénal a satirisé pour les femmes âgées qui poursuivaient des hommes plus jeunes. Hippia, grand-mère de cet enfant, abandonna son mari pour suivre un gladiateur en Égypte. Son visage ridé peint comme celui d'une jeune mariée, son corps affaissé drapé de soie qui ne trompait personne. Le gladiateur prit son argent et ses bijoux, mais quand elle l'atteignit dans leur logement, il se détourna avec dégoût, marmonnant que certaines pièces coûtaient trop cher à gagner. L'esclavage romain créait des relations intimes qui existaient dans un flou juridique et émotionnel. Les esclaves ne pouvaient pas se marier légalement, mais ils formaient des liens émotionnels profonds qui étaient reconnus de manière informelle au sein des maisonnées. Les maîtres libéraient parfois des esclaves bien-aimés pour les épouser, mais de telles relations restaient compliquées par les dynamiques de pouvoir qui les avaient créées. Les enfants nés de femmes esclaves appartenaient à leur maître, indépendamment de la paternité, créant des familles qui pouvaient être séparées à volonté. Pline le Jeune a écrit à un ami au sujet de son esclave décédé, Zosimus. Il était plus qu'un serviteur pour moi. C'était un compagnon qui partageait mon lit, mes repas et mes confidences. Quand il est tombé malade, je l'ai soigné moi-même plutôt que de le laisser à d'autres esclaves. Sa mort a laissé un vide dans ma maison qu'aucun remplaçant ne peut combler. J'ai libéré son fils et arrangé une tombe qui nomme Zosimus comme mon ami bien-aimé plutôt que ma propriété. Bien que je sache que certains considéreront cela comme un sentiment excessif pour un simple esclave. La loi romaine reconnaissait plusieurs formes de mariage avec des implications juridiques différentes. La confareatio était la cérémonie la plus formelle, réservée aux patriciens et comprenant des rituels religieux élaborés qui rendaient le divorce extrêmement difficile. La coemptio impliquait un achat symbolique qui transférait la mariée de l'autorité de son père à celle de son mari. L'usu créait le mariage par cohabitation. Si une femme vivait avec un homme pendant une année complète sans être absente pendant 3 nuits consécutives, ils étaient considérés comme légalement mariés. Ces différentes formes de mariage créaient un spectre de relations intimes avec des degrés variables de protection juridique et de reconnaissance sociale. Les familles riches arrangeaient souvent des mariages par confareatio pour leurs enfants afin d'assurer une légitimité maximale et des droits de succession, tandis que les citoyens plus pauvres comptaient sur les mariages par usu qui ne nécessitaient aucune cérémonie ou documentation mais offraient moins de protection juridique. Les pratiques sexuelles romaines incluaient des comportements qui étaient considérés comme normaux au sein de la culture mais qui semblaient bizarres ou dérangeants pour le public moderne. La pédérastie, les relations sexuelles entre des hommes adultes et des garçons adolescents, étaient acceptées et souvent célébrées à condition qu'elles suivent des règles sociales spécifiques. L'adulte devait prendre le rôle actif et servir de mentor aux garçons dans les domaines intellectuels et culturels. Ces relations étaient considérées comme éducatives plutôt qu'exploiteuses, bien que la compréhension moderne du développement de l'enfant rende clair qu'elles impliquaient des déséquilibres de pouvoir inhérents et un préjudice psychologique potentiel. La littérature romaine conserve des récits détaillés de telles relations. Pétrone dans son Satyricon, écrit vers 60 après Jésus-Christ, a décrit les sentiments complexes du narrateur à l'égard de son jeune amant Giton. La beauté du garçon me tourmentait plus qu'elle ne me satisfaisait. Je voulais le posséder complètement, posséder non seulement son corps mais aussi ses pensées et ses rêves. Pourtant, lorsque d'autres hommes le regardaient avec désir, je ressentais non pas de la fierté mais de la terreur que quelqu'un puisse voler ce que j'avais revendiqué. L'amour et la propriété devinrent indiscernables, et je ne pouvais plus dire si j'étais le protecteur de Giton ou son ravisseur. Les pratiques religieuses romaines incluaient parfois des éléments sexuels qui étaient censés assurer la faveur ou la protection divine. Certains temples employaient des prostituées sacrées qui servaient d'intermédiaires entre les fidèles et les divinités. Le culte de Cybèle, populaire parmi les soldats et les marchands, comprenait des rituels où les prêtres se castraient dans une extase religieuse, puis vivaient comme des femmes au service de la déesse. Ces Galles occupaient une position sociale unique. Ni homme ni femme, ni citoyen ni esclave, mais des êtres saints qui existaient en dehors des catégories normales. Les pratiques magiques romaines se concentraient souvent sur l'attraction et le contrôle sexuel. Des sites archéologiques ont livré de nombreuses tablettes de malédiction demandant une intervention divine dans les affaires romantiques. Je lis Gaius Lucius afin qu'il ne puisse penser à rien d'autre qu'à Claudia, afin qu'il ne puisse ni manger, ni dormir,
ni trouver la paix jusqu'à ce qu'il vienne à son lit. Des filtres d'amour faits de divers ingrédients animaux et végétaux étaient largement vendus et consommés malgré les lois contre leur utilisation. La distinction entre médecine, magie et poison était souvent floue, et de nombreux Romains sont morts en consommant des substances destinées à améliorer leur attrait ou leur performance sexuelle. Les attitudes romaines envers le plaisir sexuel différaient considérablement pour les hommes et les femmes. On attendait des hommes qu'ils poursuivent activement le plaisir et ils étaient rarement critiqués pour leur indulgence sexuelle, à condition qu'ils maintiennent leur position sociale dominante. Les femmes étaient censées éprouver assez de plaisir pour assurer la conception, mais pas au point de devenir incontrôlées ou infidèles. Cet équilibre délicat créait de l'anxiété pour de nombreuses femmes qui craignaient que montrer trop ou trop peu d'intérêt sexuel puisse entraîner une censure sociale ou un danger personnel. La littérature romaine comprend de nombreuses descriptions de femmes luttant avec ces attentes contradictoires. Les Amours d'Ovide, écrit vers 15 avenue Jésus-Christ, inclut ce passage. Elle gisait sous moi comme une statue, accomplissant son devoir, mais ne montrant aucun plaisir, craignant que la passion ne la marque comme une débauchée. Pourtant, quand je cessai mes efforts, elle pleura, croyant que sa froideur n'avait pas réussi à me plaire. Les épouses romaines doivent naviguer entre le charybde du désir excessif et le scylla de la réponse insuffisante, et beaucoup s'échouent sur une rive ou l'autre. La gestion des ménages romains incluait une surveillance détaillée du comportement sexuel des esclaves. Les maîtres pouvaient interdire les mariages d'esclaves, séparer les familles d'esclaves et utiliser l'accès sexuel aux esclaves comme récompense ou punition. Certaines maisonnées tenaient des registres détaillés des programmes d'élevage d'esclaves conçus pour produire des enfants avec des traits physiques ou intellectuels spécifiques. Ces registres, conservés sur papyrus et tablettes de cire, se lisent comme des inventaires de bétail et révèlent à quel point les Romains avaient déshumanisé les personnes qu'ils possédaient. La culture militaire romaine incluait des pratiques sexuelles qui reflétaient à la fois la nature homosociale de la vie de l'armée et les dynamiques de pouvoir entre conquérants et conquis. On attendait des soldats qu'ils restent célibataires pendant les campagnes. Mais cette règle était fréquemment violée par le viol, le concubinage et les relations avec les femmes locales. Les célébrations de victoire incluaient souvent le viol de masse des captives, ce qui était considéré comme un droit naturel de conquête plutôt qu'un crime de guerre. Les commentaires de César sur la guerre des Gaules font allusion à ces pratiques. Après le siège d'Alésia, les légions célébrèrent leur victoire selon l'ancienne coutume. Les femmes capturées furent distribuées parmi les officiers et les hommes, certaines pour servir de servantes, d'autres à des fins que la discipline militaire interdisait habituellement, mais que la victoire permettait temporairement. Les cris du camp cette nuit-là se mêlèrent aux chants de triomphe, créant une musique qui parlait de la double nature de Rome, à la fois civilisatrice et destructrice. L'urbanisme romain reflétait des suppositions sur la sexualité et le genre qui étaient intégrés dans la structure physique des villes. Les bâtiments publics comprenaient des entrées et des espaces séparés pour les hommes et les femmes, tandis que les maisons privées étaient conçues avec des hiérarchies explicites qui déterminaient qui pouvait accéder à quelle pièce. Les chambres les plus intérieures, où se déroulait l'activité sexuelle, étaient généralement décorées de fresques et de mosaïques qui célébraient la fertilité, le plaisir et parfois la violence. Les routes romaines, célèbres pour leur excellence en ingénierie, servaient également à faciliter le mouvement des personnes impliquées dans le commerce sexuel. Prostituées, esclaves et artistes parcouraient ces routes entre les villes, suivant les festivals, les campagnes militaires et les opportunités commerciales. Les auberges de bord de route servaient souvent aussi de lupanar, et les marchands voyageurs s'attendaient à trouver des services sexuels aussi facilement disponibles que la nourriture et le logement. Les systèmes juridiques romains comprenaient des réglementations détaillées sur le comportement sexuel qui reflétaient l'intérêt de l'État à contrôler la reproduction, à maintenir les hiérarchies sociales et à préserver l'ordre public. Les lois spécifiaient quels actes sexuels étaient légaux, qui pouvait les pratiquer avec qui, et quelles peines s'appliquaient aux violations. Ces lois ne visaient pas principalement à protéger les droits individuels ou à prévenir les préjudices, mais à maintenir les structures sociales qui assuraient la stabilité et la prospérité de Rome. Les systèmes fiscaux romains incluaient des revenus du commerce sexuel qui fournissaient un revenu important à l'État. Les prostituées payaient des droits de licence et des impôts sur leurs revenus. Les propriétaires de lupanar payaient des taxes supplémentaires sur leurs propriétés.
Même les citoyens privés qui commettaient l'adultère faisaient face à des pénalités financières qui enrichissaient le trésor impérial. Le sexe n'était pas seulement une affaire privée à Rome. C'était une industrie réglementée qui contribuait à la richesse de l'Empire. Les innovations architecturales romaines incluaient des caractéristiques spécifiquement conçues pour accueillir les activités sexuelles. Les termes comprenaient des chambres privées où les couples pouvaient se rencontrer discrètement. Les théâtres incluaient des galeries supérieures où les rencontres sexuelles étaient de notoriété publique mais officiellement ignorées. Même les temples comprenaient parfois des espaces où les fidèles pouvaient s'engager dans des rituels sexuels censés honorer des divinités particulières. Les traditions artistiques romaines ont préservé des archives visuelles des pratiques sexuelles qui fournissent des preuves inestimables sur la vie intime ancienne. Fresques, mosaïques, sculptures et objets décoratifs dépeignaient des actes sexuels avec une crudité qui serait considérée comme pornographique aujourd'hui, mais qui étaient apparemment des décorations domestiques acceptables dans la Rome antique. Ces œuvres d'art suggèrent que les Romains étaient beaucoup plus à l'aise avec les représentations visuelles de la sexualité que la plupart des cultures européennes ultérieures. Les traditions philosophiques romaines se sont attaquées à des questions sur la sexualité, le plaisir et la nature humaine qui restent pertinentes aujourd'hui. Les philosophes stoïciens prônaient généralement la modération et la maîtrise de soi, considérant le désir sexuel excessif comme une faiblesse qui interférait avec la pensée rationnelle. Les philosophes épicuriens étaient plus ouverts au plaisir mais soulignaient l'importance de choisir les plaisirs avec sagesse et d'éviter ceux qui conduisaient à la douleur ou à des complications. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, luttait pour concilier ses principes stoïciens avec ses désirs humains. Le corps cherche le plaisir comme l'eau cherche son niveau, s'écoulant vers la gratification immédiate sans considérer les conséquences. L'esprit doit servir de barrage, non pour empêcher tout écoulement, mais pour le diriger vers des fins qui servent le bien commun. Le désir sexuel n'est ni mauvais ni honteux, mais comme le feu, il doit être contenu et utilisé avec sagesse, sinon il consumera tout sur son passage. Les connaissances médicales romaines sur la sexualité comprenaient des informations anatomiques précises mêlées à des suppositions culturelles et des superstitions qui se sont parfois avérées dangereuses. Les médecins romains comprenaient les mécanismes de la reproduction et développaient des procédures chirurgicales pour traiter les blessures et les infections sexuelles. Cependant, leur traitement reflétait souvent des croyances sur le genre, le statut social et le caractère moral qui influençaient leurs diagnostics et leurs recommandations. Les pratiques agricoles romaines incluaient des croyances sur la sexualité humaine qui étaient censées influencer la fertilité des cultures. Les agriculteurs programmaient leurs semailles et leurs récoltes pour coïncider avec leurs propres activités sexuelles. Croyant que la fertilité humaine pouvait être transférée aux plantes par magie sympathique, certains manuels agricoles incluaient des instructions détaillées sur la manière dont les agriculteurs et leurs épouses devaient se comporter sexuellement pendant les différentes saisons pour assurer de bonnes récoltes. Les industries du divertissement romaines incluaient des éléments sexuels qui faisaient partie intégrante de leur attrait plutôt que d'être simplement accessoires. Les jeux de gladiateurs, les représentations théâtrales, les courses de chars et les festivals publics incluaient tous des composantes érotiques qui satisfaisaient le désir du public pour le spectacle et la titillation. Les artistes de ces événements servaient souvent aussi de travailleurs du sexe, et les lieux servaient de points de rencontre pour les personnes cherchant des rencontres sexuelles. Les traditions littéraires romaines ont préservé des poèmes, des histoires et des récits qui offrent des aperçus intimes de la vie émotionnelle des gens naviguant dans ces systèmes sexuels et sociaux complexes. Des écrivains comme Catulle, Ovide, Properce et Martial ont créé des œuvres qui étaient à la fois profondément personnelles et largement représentatives, révélant comment les Romains individuels vivaient l'amour, le désir, la jalousie et la perte dans leur contexte culturel. Le syncrétisme religieux romain a incorporé des éléments sexuels de diverses cultures conquises dans les pratiques religieuses officielles et non officielles. Les traditions égyptiennes, grecques, syriennes et germaniques ont contribué des rituels, des croyances et des pratiques qui ont enrichi mais aussi compliqué la sexualité romaine. Les cultes à mystère comme ceux consacrés à Mithra, Isis ou Dionysos offraient des approches alternatives de la sexualité qui entraient parfois en conflit avec les valeurs romaines traditionnelles. Les systèmes économiques romains incluaient les services sexuels comme des formes légitimes de commerce qui étaient taxées, réglementées et protégées par la loi. L'État romain avait un intérêt financier à maintenir la prostitution,
le concubinage et d'autres formes de commerce sexuel car ils généraient d'importants revenus fiscaux. Cette dimension économique de la sexualité a influencé les politiques et les attitudes romaines d'une manière que des considérations purement morales ou religieuses n'auraient peut-être pas atteintes. La mobilité sociale romaine incluait des éléments sexuels qui pouvaient soit faire avancer, soit détruire les fortunes individuelles. De beaux esclaves pouvaient gagner leur liberté grâce à des relations sexuelles avec leur maître. Des citoyens nés libres pouvaient perdre leur statut à cause de scandales sexuels. Les alliances matrimoniales pouvaient élever des familles entières, tandis que l'inconduite sexuelle pouvait conduire à l'exil, à l'exécution ou à la ruine économique. Les innovations technologiques romaines incluaient des dispositifs et des substances destinées à améliorer le plaisir sexuel, à prévenir la grossesse ou à traiter le dysfonctionnement sexuel. Les fouilles archéologiques ont révélé des objets qui étaient clairement conçus pour un usage intime, y compris des articles en bronze, en verre et en matériaux organiques qui se sont depuis décomposés. La pharmacologie romaine comprenait de nombreuses préparations destinées à affecter le désir, la performance ou la fertilité sexuelle. Les politiques coloniales romaines incluaient l'utilisation systématique de la violence et du contrôle sexuel comme outil de conquête et de gouvernance. Les peuples conquis étaient contraints de s'adapter aux coutumes sexuelles romaines tout en se voyant souvent refuser les protections juridiques dont jouissaient les Romains. Les administrateurs coloniaux prenaient régulièrement des femmes locales comme concubines, créant des populations mixtes qui compliquaient les hiérarchies juridiques et sociales dans tout l'Empire. Les pratiques romaines de mort et d'inhumation reflétaient des croyances sur la sexualité qui s'étendaient au-delà de la vie terrestre. Les inscriptions funéraires célébraient des mariages qui devaient se poursuivre dans l'au-delà. Le mobilier funéraire comprenait des objets associés aux activités sexuelles. Certains rituels funéraires incluaient des éléments sexuels conçus pour assurer la virilité ou la fertilité continue du défunt dans la mort. Maintenant, représentez-vous de retour dans ce couloir de marbre où nous avons commencé. Mais cette fois, vous comprenez ce que ces conversations chuchotées signifiaient vraiment. Ces rituels de beauté empoisonnant lentement les femmes aristocratiques. Ces contrats de mariage traitant l'intimité humaine comme de l'élevage de bétail. Ces esclaves dont les corps étaient considérés comme des biens à acheter, vendre et utiliser sans consentement. Ces enfants mariés avant de comprendre ce que signifiait le mariage. Ces codes sociaux élaborés qui déterminaient qui pouvait toucher qui, comment et quand. La civilisation romaine nous a donné des routes, des lois, de la littérature et des merveilles architecturales qui inspirent encore l'admiration aujourd'hui. Mais elle a également créé des systèmes de relations intimes humaines qui étaient construits sur des fondations d'inégalité, d'exploitation et de violence que nous avons du mal à comprendre. Les Romains n'étaient pas des monstres. C'étaient des êtres humains opérant dans des cadres culturels qui leur semblaient naturels et inévitables. Tout comme nos propres coutumes sexuelles nous semblent naturelles et inévitables. La cendre volcanique qui a préservé Pompéi a également préservé un miroir qui nous renvoie la vérité inconfortable que la sexualité humaine a toujours été façonnée par le pouvoir, la politique et les hiérarchies sociales. Ces Romains gisant dans leur dernière position, leurs vies intimes figées dans le temps, nous rappellent que la distance entre leur monde et le nôtre pourrait être plus petite que nous aimerions le croire. Nous sommes simplement devenus plus sophistiqués pour cacher les transactions, les inégalités et la violence qui façonnent encore nos moments les plus privés. Leurs fantômes nous murmurent à travers les siècles, non pas en latin, mais dans le langage universel du désir humain, compliqué par la cruauté humaine. Ils nous rappellent que l'intimité n'a jamais été innocente, que l'amour n'a jamais été libre de pouvoir, et que les coutumes sexuelles de chaque culture révèlent ses valeurs les plus profondes sur qui compte comme pleinement humain et qui non. Debout dans ces ruines aujourd'hui, on peut presque entendre l'écho de ces anciens murmures, portant des secrets qui ont été enterrés mais ne sont jamais vraiment morts. Ils ont juste appris à parler des langues différentes et à se cacher derrière des coutumes différentes, aussi persistants et troublants que le cœur humain lui-même.